venons-nous? Où allons-nous? Une émission de Jean-Louis Bédouin et Pierre de Marne. Aujourd'hui, perspective générale, avec la participation de M. Paul Lecourt et du professeur Lermite, et le concours de Nelly Benedetti, Jean Topard, Jean Negroni. Réalisation, Gérard Herzog. Il est nécessaire, avant d'entamer un sujet qui peut paraître ambitieux, de rappeler quelques généralités. Le bruit que vous entendez en ce moment est celui de la foule. Vous étiez peut-être dans cette foule. Qu'y faisiez-vous? Vous y accomplissiez un destin. Voici maintenant le bruit des vagues. Chaque vague ignore tout des forces qui la font se soulever et mourir. Elle accomplit son destin. Imaginez le vaisseau dans la tempête. Il vous est invisible comme vous l'êtes vous-même dans la foule. Et voici la dernière des généralités que nous voulions vous rappeler. Nous sommes tous sous la menace de ce naufrage, la destruction de notre civilisation. Les rescapés des camps de concentration, les survivants des bombardements aériens savent ce que signifie cette menace. À des degrés différents, nous sommes tous des rescapés. Nous devons nous en souvenir, sans cependant nous laisser aller au désespoir. La destruction qui nous menace, il est encore en votre pouvoir de la hâter ou de l'empêcher. C'est ce qu'omet trop souvent de dire l'information réputée sensationnelle. On nous prodigue les détails les plus terrifiants sur les forces d'anéantissement qui s'amassent. On nous parle d'une catastrophe comme si elle devait être fatale. Il est faux que tout contrôle nous soit enlevé sur des puissances aussi redoutables. Le navire symbolique dont nous avons parlé dispose de cartes, de boussoles qui sont ses chances de salut, ses moyens d'action sur les éléments aveugles. Nous voudrions, dans ces émissions, faire le recensement de ces cartes, de ces boussoles et de ces phares spirituels. Stop! Nous sommes allés trop loin, ont crié de grands savants. Assiégés de l'esprit, défendez-vous, ont crié des écrivains. Qui sommes-nous pour joindre notre voix à la leur? Nous sommes, vous tous, qui éprouvez le besoin de crier. D'où venons-nous? Où allons-nous? Nous venons de ce qui nous est commun à tous. Nous allons où nous irons avec tous. Nous nous adressons à chacun en particulier. Nous en appelons à la conscience de l'individu et à cette conscience seule. Ennemi de toute ligne, de tout dogmatisme, de tout ce qui tend à imposer à l'homme, par la ruse ou par la force, d'inacceptables solutions préfabriquées. Nous sommes ici pour poser des questions. Les questions que tout individu s'est posées au moins une fois dans sa vie. Nous sommes ici pour tenter d'éclairer les problèmes fondamentaux de la destinée humaine. Nous le ferons dans un esprit de synthèse. Trop de cloisons séparent les spécialistes des autres hommes, le spécialiste de l'homme en général. Notre ambition est de montrer qu'un pont doit et peut être jeté entre les êtres. Nous interrogerons aussi bien des artistes que des savants. Nous leur demanderons, s'ils ne l'ont pas fait, d'essayer de penser aux légitimes inquiétudes de l'homme et de tenter d'y répondre. Mais c'est à vous qu'il incombe de lutter contre votre confort intellectuel qui n'est qu'apparence de confort, impuissance et stagnation. Écoutons Solon raconter qu'étant arrivé en Égypte, comme il interrogeait un jour sur les antiquités les prêtres les plus savants en ces matières, il avait découvert que ni lui-même ni aucun autre grec n'en avait pour ainsi dire rien su. Que savons-nous de plus aujourd'hui? Il est difficile d'admettre que nous n'en savons pas beaucoup plus. Solon, lui non plus, ne pouvait rester sur pareil échec. Une fois voulant induire les prêtres à parler des vieilles choses, il entreprit de leur raconter ce que nous avons de plus ancien ici. Il leur parla de Phoronéus, celui qu'on appelle le premier homme, de Niobé, du déluge, de Deucalion et de Pyrrha et des mythes qu'on rapporte sur leur naissance et des généalogies de leurs descendants. Et il s'efforça, en supputant les années où se passaient les événements, de calculer leur date. Mais l'un des prêtres, qui était très vieux, de dire... Selon vous autres Grecs,
Vous êtes toujours des enfants. Un Grec n'est jamais vieux. Comment l'entendez-vous? Vous êtes jeunes tous, tant que vous êtes, par l'âme. Car en elle, vous n'avez nulle opinion ancienne provenant d'une vieille tradition, ni aucune science blanchie par le temps. Nous qui réagissons ainsi devant l'attitude de ce qu'il est convenu d'appeler les peuples jeunes, de quelle tradition sommes-nous donc dépositaires? Nous relevions récemment cette information. Au cours de la dernière guerre, 2 pilotes auraient aperçu entre Dakar et Natal, au-dessous de l'océan, les restes d'une ville. Bien entendu, on croit qu'il s'agit des vestiges de l'Atlantide. Mais au vrai, qu'est-ce que l'Atlantide? L'Atlantide n'est pas une femme, probablement pas le Sahara, peut-être un continent, certainement une tradition. Cette tradition serait-elle à l'origine de notre civilisation? Nous avons demandé à M. Paul Lecour, président fondateur des Amis d'Atlantis, de bien vouloir nous répondre. Monsieur Paul Lecour, pouvez-vous nous dire ce qui vous a amené à vous pencher sur le problème de l'Atlantide? Eh bien voici, au mois de décembre 1925, je suis publié au Mercure de France un article intitulé La résurrection d'Atlantis. En effet, j'avais été frappé par l'intérêt soulevé depuis quelques années par l'Atlantide, particulièrement en France, où 2 romans qu'il évoquait avaient connu un immense succès, ainsi que nombre d'articles et d'études à ce sujet, aussi souvent scientifiques que fantaisistes d'ailleurs. Des publications avaient également eu lieu à l'étranger. Il me sembla caractéristique qu'une bibliographie parue l'année suivante contint la nomenclature de 1600 écrits sur l'Atlantide et les questions connexes, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, géologie, géographie, océanographie, ethnographie, préhistoire, etc. Oui, le chiffre de 1600 est impressionnant. Mais à quoi correspond, selon vous, une telle profusion sur un sujet pourtant si particulier? Serait-elle motivée par l'attrait du mystère compensant l'absence de merveilleux de la science positive, ou bien son origine serait-elle à découvrir dans un doute fondamental touchant nos origines? En cherchant les raisons de cet intérêt singulier, je croyais les pouvoir définir par un éveil de l'instinct de conservation s'efforçant de retrouver les directives de la vie sociale et spirituelle, en raison de la vague inquiétude des lendemains qui se manifestait déjà et qui s'est si grandement accentuée depuis. Ce qui importait donc, selon moi, ce n'était pas tant de retrouver les vestiges matériels de l'Atlantide que certaines antiques traditions d'ordre spirituel qu'il aurait jadis connues et qui auraient été à l'origine des civilisations. Mais quels sont les faits susceptibles d'étayer de telles spéculations? L'Atlantide a laissé des traces dans les symboles communs à des peuples aussi différents que ceux qui peuplèrent l'Égypte et l'Amérique précolombienne. Ce symbolisme se trouvant matérialisé dans l'art et les techniques. Mais l'Atlantide sera-t-elle capable d'être aujourd'hui autre chose que l'objet de spéculation qu'on peut qualifier d'abstraite? On a parlé de mythe de l'Atlantide. Est-ce que ce mythe de l'Atlantide aurait encore aujourd'hui une vie réelle? Sans nul doute. Et vous n'ignorez pas que peu de temps après mes premières recherches, Rosenberg, que l'on a appelé le pape du national-socialisme, publiait son fameux mythe du XXe siècle, où, de façon très artificielle d'ailleurs, il faisait des Allemands les descendants privilégiés des Atlantes, considérés comme ariens primitifs. Il appuyait ainsi sur l'Atlantide la transformation de l'Allemagne. Oui, sur le plan psychosocial, cela fonde sans doute l'existence de l'Atlantide, d'une façon assez poétique, mais on a peine à croire qu'il s'agisse là de l'application d'une tradition de sagesse. La contradiction est flagrante, non? Je suis tout à fait de votre avis. D'autant que la véritable tradition atlantéenne, dont je me suis toujours réclamé, tend à unir les peuples au lieu de les séparer. Au lieu de magnifier l'idée d'une race privilégiée, elle prétend magnifier une tradition dont toutes les grandes civilisations peuvent se réclamer, travaillant ainsi à la paix du monde en tentant de retrouver son unité perdue. Le vocable atlantéen d'Aor Agni, dont j'étais le premier à parler, explique cette complémentarité de force et d'amour. D'ailleurs, à quoi servirait-il de ressusciter l'Atlantide s'il ne devait en résulter aucun profit moral, aucun enrichissement spirituel? C'est là en effet l'ultime raison de mes efforts. Eh bien, nous vous remercions, Monsieur Paul Lecour, et nous sommes certains que votre communication nous ouvrira des horizons dont la science officielle n'a peut-être pas encore fait le tour aujourd'hui.